On va aller jaser avec Vincent Geloso, professeur au George Mason University, économiste senior à l'Institut économique de Montréal. Et oh, ma foi, attention, il est en sol américain. Est-ce un traître? Je ne croirais pas. Salut Vincent. Merci pour l'introduction. Non, mais il y a de l'émotion ici. Puis pendant la pause, je te demandais, tu sais, c'est quoi le feeling aux États-Unis? Est-ce qu'ils passent leur temps à maudire les Canadiens puis à être fâchés? Puis ta réponse m'a pas étonné, là. Non, pas vraiment, parce que, beaucoup d'Américains se foutent éperdument du Canada. Il faut comprendre que dans l'attitude américaine, l'idée de l'exceptionnalisme américain implique que l'opinion des voisins qui sont toujours des colonistes britanniques n'est pas particulièrement important. Donc, pour plusieurs personnes, c'est au second plan. Je suis pas en train de dire que c'est une bonne chose là, qu'ils pensent comme ça. Je suis en train de dire que c'est une bonne portion de la population pense de cette manière-là. Les autres, je te dirais qu'il y a toujours une sorte de sympathie à l'égard du Canada, mais rarement un antagonisme. Donc, la plupart des gens, ça va de neutre et indifférent à sympathique. Sympathique, mais passif quand même. Tu sais, c'est pas... Il n'y a pas trop d'émotion, là. Mais aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient que les choses qui sont discutées présentement ne sont que des menaces. Et malgré que c'est pas une bonne chose de faire des menaces, ça veut pas dire que les gens prennent très sérieusement ce qui est discuté présentement dans les médias comme étant une guerre tarifaire. Je pense que beaucoup de gens s'attendent à ce que ce soit désamorcé à la dernière minute. Comme ça l'a été la dernière fois, d'ailleurs. Oui, mais ça veut pas dire, tu sais, je veux dire, ceux qui paniquent puis qui montent sur leurs grands chevaux, je veux pas dire qu'ils ont tort. C'est possible, des fois, que la situation se désamorce pas. Donc, que tout le monde continue de jouer, parce qu'on a un théorème en économie, en théorie des jeux, ça s'appelle, puis le théorème dit c'est le jeu du chicken. Ouais. Puis c'est comme deux autos qui se rentrent l'une dans l'autre, puis il y en a un qui doit flancher avant l'autre, ouais. Sinon il y a un accident. Mais la question, c'est qui flanche en premier dans ces affaires-là de positionnement. Mais ça veut pas dire que ça arrive jamais, la collision. Ouais, donc, je veux pas dire que... Mais en même temps, je pense que c'est le temps de réaliser que c'est ça le jeu qui se joue présentement. Ouais. C'est l'équivalent d'un jeu de chicken. Mais mettons que c'est un jeu de chicken. Je vais juste ajouter un élément dans ton histoire que je trouve que c'est une belle analogie. Mais mettons, il faut juste mettre en compte aussi qu'il y en a un qui est en Mini Cooper, l'autre qui est en F-150 double pneu. Fait que c'est sûr que si jamais le Mini Cooper joue à chicken jusqu'au bout, ça va mal finir, là. Je suis pas sûr que ton analogie, je comprends d'où elle vient, mais je pense pas que c'est la bonne manière d'analogiser la chose parce que une guerre tarifaire, il faut comprendre que si tu fais un ranking de qui souffre le plus, c'est celui qui fait les tarifs qui souffre le plus. Donc, les Américains vont se faire beaucoup plus mal à eux qu'ils risquent de faire mal aux Canadiens si les Canadiens décident de ne pas rétalier, donc de mettre des tarifs eux-mêmes sur des biens américains, d'augmenter le coût de la vie pour les consommateurs canadiens. Mais c'est ce qu'on fait. Parce qu'il faut se rappeler, un tarif, c'est pas un tarif sur des biens américains, c'est une taxe sur des biens américains consommés par des Canadiens. Donc, c'est une taxe sur les Canadiens. Si les Canadiens ne rétalient pas via les tarifs, c'est plus probable que les Américains souffrent plus et qu'eux flanchent. Donc, que le chicken, que c'est pas tant une question de si eux ont les F-150 puis nous, on est dans une Mini Cooper. Oui, mais en même temps, on réagit de même. Parce que Justin a encore dit que ça allait être dollar pour dollar, là. J'avais plusieurs fois qu'on en parle. Oui. Je vais réitérer la chose. Oui, mais la réalité, c'est qu'il le fait. Il va avec des menaces, lui aussi. Il y a d'autres manières d'influencer les politiques, les discussions commerciales, que de menacer la rétaliation pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucune guerre tarifaire qui s'est finie dans ce que n'importe qui d'un côté ou de l'autre pourrait dire est une victoire. Généralement, ça finit avec un ralentissement important de l'activité économique pour les deux parties impliquées. Oui, on va y aller sur l'image. Tu sais, je comprends où tu t'en vas, puis tu as raison. Assurément, tu as plus de connaissances que nous autres. Mais c'est parce que c'est plus une guerre d'image dans ce cas-ci. Là. C'est que Justin, il se dit, le bien paraître, c'est pas ce que les gens
doivent comprendre, en fait, c'est de leur faire semblant qu'on réplique. On se bat. En fait, je pense que c'est le temps qu'on commence à dire que ceux qui font cet appel-là sont absolument irresponsables en proposant de rétalier comme ça. Ils sont en train de faire une forme de jingoïsme économique qui finit par nous faire mal et qui n'accomplira absolument rien. C'est un peu, en fait, la bonne analogie quand je vois les gens qui se mettent à paniquer. C'est la même chose que quand les Américains, pendant la guerre d'Irak, avaient recommencé à renommer les French fries, les Liberty Fries. Oui. Et que pendant la Première Guerre mondiale, la choucroute, sauerkraut, avait été renommée Liberty Cabbage. Ou Berlin, en Ontario, parce qu'il y a une ville en Ontario qui s'appelait Berlin avant, qui est maintenant Kitchener, a été renommée Kitchener après le ministre de la Défense britannique parce que c'était la guerre. On voulait pas être associés. On voulait pas être associés. C'est le même type de jingoïsme qui n'accomplit absolument rien autre que du symbolisme, qui n'a pas vraiment de valeur pour le bien-être des gens. Si vraiment on veut influencer, mais surtout de s'immuniser contre les Américains. Il n'y a vraiment pas d'autre solution que la chose que j'ai dit à plusieurs reprises. Oui. Il faut augmenter la productivité canadienne. Plus on augmente la productivité canadienne, plus on est invulnérable on le fait pas. aux tarifs américains. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Et toute autre chose que ça sur la table, c'est un discours de pacotille par des gens qui ont soit un intérêt à créer une sorte de sentiment de panique ou des gens qui ont probablement pas pris le temps de réfléchir aux conséquences de ce qu'ils proposent. Je pense qu'il y a là le problème, là, c'est qu'on réfléchit pas beaucoup puis on dit un peu n'importe quoi. Mais j'ai entendu hier, je pense que, sans le dénommer, c'est Jean Simard, là, un gars qui a la tête qui représente, qui est porte-parole. L'Association des producteurs d'aluminium. Voilà, qui disait que ils sont prêts pour ce qui est... S'il y avait à avoir des tarifs qui s'en viennent le 4 mars prochain, là, c'est dans le décret. Là, bon, si on arrive, il dit, le problème n'est pas là. Il dit, le problème, c'est de l'incertitude où que ça nous amène. Est-ce qu'on va en avoir? Est-ce qu'on n'aura pas? Il dit ça nous fait plus mal que les tarifs en soi. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Son affirmation est absolument vraie. Une des choses les plus importantes, puis ça, c'est quelque chose que j'enseigne à mes étudiants quand je donne des cours plus avancés, je leur montre que de se commettre à une mauvaise règle de manière stable est supérieure que d'essayer de changer constamment entre des règles qui sont meilleures. L'instabilité. Donc, si tu dis, je vais faire une règle qui n'est pas parfaite, mais je vais rester constant dans l'application de cette règle-là, c'est mieux ça que d'essayer d'améliorer la règle constamment parce que tu changes les attentes que les gens ont à l'égard du futur et tu changes leur comportement dans l'avenir et ils se mettent à intégrer l'idée qu'il y a un risque que la personne change les règles, change les termes du jeu et qu'on complexifie la situation. Donc, c'est mieux un climat de stabilité que de changement constant. Mais, une fois que c'est dit, ça c'est pas dans notre contrôle à nous. Non. C'est dans le contrôle des politiques américaines. Et la seule chose que nous, on peut faire pour s'immuniser contre les caprices d'un politicien hors Canada, c'est d'augmenter la productivité des Canadiens. Dis-le encore. Il faut que je leur dise. Oui, on va leur dire. Il faut leur dire 25 fois par jour, puis encore là, ça passe pas bien. Ben, malheureusement, des fois, c'est pas parce que quelque chose est vrai que c'est plaisant à le dire, mais il n'y a pas d'autre option sur la table. À un moment donné, il faut arrêter les enfantillages. Ouais, mais où tu vois les actions là-dedans? Parce que moi, là, ça fait des semaines, puis tu le dis, c'est pas la première fois là, que tu mets ça sur la table, puis t'es pas le seul. J'ai plein de gens qui sont très calés en économie. On est 5-6 à dire ça au Québec publiquement. Il y a beaucoup de gens qui le disent, mais soit ils ont de la difficulté à le dire en public parce qu'il y a du monde qui ne sont pas nécessairement des excellents communicateurs. D'autres personnes aussi savent que, parce qu'ils doivent gérer avec le gouvernement dans d'autres domaines de leurs activités, savent que s'ils disent quelque chose, à un moment donné,
ben tu vas contre les intérêts du parti. Peut-être trop interrelié avec le gouvernement, mais les actions, là, moi, depuis le début de la crise, là, j'ai à moins, là, dis-moi si je me trompe, peut-être tu suis plus l'actualité économique spécifiquement, là, j'ai pas vu là, de tomber les barrières tarifaires entre les provinces. J'ai pas vu un programme national de transfert d'énergie. J'ai pas vu rien pour mettre en action une hausse de la productivité, mais j'ai vu des contre-tarifs, des dollars pour dollars, j'achète plus de jus d'orange, j'ai vu des boycotts, j'ai vu plein d'affaires, mais pas un politicien m'a dit là, on va se mettre à travailler sur notre productivité. J'ai zéro entendu ça. Écoute, c'est vrai que les gens qui disent ce que je dis peuvent se compter sur les doigts d'une main handicapée. Donc, passer facilement. Mais la chose qui est importante de comprendre, c'est que c'est pas des solutions magiques, ce que je dis. C'est pas comme si c'était quelque chose qui était facilement disponible à faire. C'est des réformes structurelles. Ouais. Prends l'exemple des barrières interprovinciales. Les gens pensent que c'est comme s'il y avait des tarifs entre les provinces, mais c'est pas exactement ça. Non. Ce qu'il y a entre les provinces, c'est des barrières non tarifaires parce que chaque province cumule des réglementations de telle sorte que ça crée des sortes de vases clos pour certains produits. Un exemple que j'étais pas au courant avant, il y a une semaine de ça, puis ça m'a été donné par un ancien conseiller du ministre des Finances. Le Québec avait une réglementation sur le type de rembourrage qu'il fallait mettre dans les sièges pour enfants au Québec qui différait du reste du Canada, faisait en sorte que le Québec, tu pouvais pas vendre un siège qui avait été fabriqué dans une autre province à moins de changer le rembourrage pour le vendre au Québec. Cette règle-là a été enlevée depuis, mais c'est un exemple sur... Imagine, ça c'est un exemple, multiplie-le par 1000, 10 000, 20 000 différentes petites réglementations qui créent une sorte de dédale administratif qui crée des barrières à toute fin pratique aux échanges. Mais ça, c'est pas facile à réformer. Ça veut dire que tous les gouvernements provinciaux doivent s'asseoir et de dire cette réglementation-là, on doit l'enlever, on doit l'enlever, on doit l'enlever. Non seulement on va réduire les coûts pour les fabricants, mais on va aussi permettre la création d'un marché national. Et là, tu as un bénéfice additionnel à réformer. Mais ça, malheureusement, c'est un processus qui prend du temps. Mais maintenant que j'ai dit ça, là, puis je sais que je suis en train de déprimer... mais il faut commencer. C'est l'urgence. Il faut commencer. Mais si on avait un président américain qui aimait le libre-échange, comme on en avait dans le passé, il y en avait un que j'aimais beaucoup, Grover Cleveland, qui avait perdu une élection en faisant campagne sur le libre-échange, qui était une légende, selon moi, qu'on ne parle pas assez. C'est pas important de dire... En fait, je vais reformuler ce que j'essaie de dire, c'est... On n'a pas besoin d'espérer un président qui est un idéal de libre-échange pour faire les réformes que je mentionne, parce qu'elles sont bonnes indépendamment de ce que les Américains font. Elles sont bonnes pour notre autonomie, pour nous autres. Exactement, mais elles ont aussi le bénéfice d'agir comme une forme de déterrent sur des menaces américaines. Imagine un Canadien, pas juste un bouclier, mais le fait que ça dit... qu'un tarif de 50 % va pas empêcher les produits canadiens de rentrer aux États-Unis. Ça efface la menace, ça efface l'impact. Ben, ça veut dire que l'Américain doit se commettre à faire des tarifs de 100 ou 150 % ce que personne défendrait s'il veut vraiment avoir le même résultat qu'il vient de proposer. Notre productivité, c'est notre immunité. Est-ce qu'on devrait enlever, parce qu'en octobre dernier, on a imposé des tarifs de 25 % à la Chine pour les mêmes secteurs, l'aluminium et l'acier. Là, je parle du Canada envers la Chine. Mais nous autres, c'était parfait. Puis c'est pas dit souvent en passant, là, mais on le fait nous-mêmes. Est-ce qu'on devrait les retirer, ces tarifs-là? Absolument, absolument. Je défends... Écoute, dans un monde idéal, tous les pays se feraient un accord de libéraliser simultanément leur commerce. On ne vit pas dans un monde idéal. Le second best, la deuxième meilleure option, c'est pour nous d'y aller tout seul et de libéraliser par nous-mêmes. Le Canada n'est pas un pays qui met beaucoup de tarifs, mais il met beaucoup de barrières non tarifaires et surtout des barrières non tarifaires sur les services. Donc, on pense aux services aériens, on pense aux services postaux, on pense aux télécommunications, à la télédiffusion, aux services bancaires. Et là, avec juste ceux-là, je suis rendu à peu près à 20 % de l'économie qui est protégée. Qu'est-ce que tu veux dire, hein, juste pour que ça soit plus clair dans la tête à tout le monde, c'est qu'il n'y a pas de tarif, mais c'est quoi le mais? Mais on interdit, par exemple, des firmes étrangères de produire des services à l'intérieur du Canada. Donc, par exemple, si je suis Air France, je veux amener quelqu'un de Montréal à Paris, mais je veux transiter par Toronto. Je pourrais prendre des gens de Montréal, les amener à Toronto
et après ça, vider l'avion de ceux qui voulaient quitter à Toronto, leur remplir à ça, partir par Paris. Non, mais ça, c'est réservé au Canada, là. C'est réservé à Air Canada. Après ça, les mêmes gens, d'ailleurs, qui se plaignent du protectionnisme, se plaignent aussi du monopole perçu qu'Air Canada On est-tu des bébés gâtés? On veut tout, puis on veut rien donner, c'est ça, un peu, là? Ben, c'est à un moment donné, un peu, c'est que ce qui est bon pour maman devrait être bon pour papa. Oui. C'est que tu devrais, si t'es pour défendre le libre-échange, ce que tu devrais faire, le libre-échange est un mécanisme incroyable d'éradication de la pauvreté dans le monde. C'est un mécanisme incroyable d'amélioration du bien-être, mais si tu dis que c'est important, faut que tu sois capable de te commettre à le faire de manière intégrale. Tu n'as pas le droit après d'être le premier ministre du Québec puis défendre le panier bleu ou l'achat local ou des subventions à des industries locales ou des barrières contre des compagnies étrangères qui veulent postuler dans des contrats publics. Tu devrais te commettre à une philosophie intégrale de libre-échange et de défendre la libéralisation du commerce. C'est une bonne chose à faire, indépendamment de ce que les autres font. Mais si tout le monde le fait en même temps, c'est encore mieux. Oui, mais nous, on se dit, on le fait, c'est bien, mais les Américains, ils le font, c'est méchant. C'est vraiment bête là, comme réflexion, mais c'est un peu ce que j'entends partout. Mais c'est très bête, et non seulement c'est bête, mais c'est triste parce que c'est une forme de jingoïsme, une sorte de mépris des Américains parce que une raison émotionnelle pas particulièrement développée, une sorte de réaction qu'un enfant à la garderie aurait quand un ami lui vole quelque chose. Exact. Et se cherche une excuse pour justifier... Puis on l'apprend à nos enfants, là. Non, les jouets, il faut les partager, mais nous, on agit comme ça en adulte. Dernière affaire, puis là, ça, c'est l'autre truc qui commence à me titiller un peu, là. J'entends des économistes, pas toi, évidemment. Toi, c'est parce que tu leur dirais productivité, ça serait plate à écouter. Mais j'entends des analystes, des experts, des économistes dire que c'est totalement illogique ce que fait Donald Trump. C'est totalement illogique en prenant en compte le fait qu'il fait ça juste pour ramener des entreprises. Là, il va falloir prendre acte parce que ça fait 120 fois qu'il dit et ça fait au moins 100 fois sur 120 qu'il dit que c'est pas une blague, là, que son intention réelle, c'est d'annexer le Canada. Si on ajoute ça dans l'équation, peut-être ça prend un peu plus de sens. Ils vont se faire mal pareil, les Américains. Mais pour combien de temps? Et combien de temps, nous autres, on va supporter ça avant de s'effondrer, alors que l'autre bord, je pense pas qu'on va les effondrer? Tu sais, je sais que ça prendrait des calculs puis une estimation épouvantable, mais les Américains ont le pouvoir d'écraser l'économie canadienne comme Thanos, là. Oui, mais ça c'est... Il y a une sorte de mentalité de jeu à somme nulle là-dedans. C'est comme si pour que les Américains gagnent, nous, on doit perdre. Alors que les guerres, c'est pas juste des jeux à somme nulle, c'est des jeux à somme négative. C'est-à-dire que tout le monde perd dans une guerre. Pour une annexation, pour un réarrangement de toutes les institutions politiques, tu vas devoir dépenser énormément et tu vas t'appauvrir. Oui, mais au bout de la ligne, il y a quand même des arguments là-dedans de dire, écoutez, si on avait un seul pays qui touche les 3 océans, la moitié du continent américain, la défense militaire, justement, commerce avec les États qui va changer tout ce que ça a changé, donc plus de tarifs, plus de ci, plus de ça. Il y a quand même une image qui a des avantages, là. Non, je suis pas convaincu pour la simple et bonne raison que une des justifications qu'il y a d'unifier 2 nations, c'est ce qu'on appelle le Optimal Currency Area. C'est l'idée que 2 économies doivent être parfaitement intégrées on est pas mal de là. telle sorte que leurs monnaies sont indistinguables l'une de l'autre. Et la réalité, c'est que la monnaie canadienne évolue selon des fondamentales un peu différents que la monnaie américaine. Donc, c'est difficile d'agencer une politique monétaire. Puis là, je sais que je viens d'emmerder un paquet de gens avec comment je viens de le dire, mais il y a une analogie pour ça que plusieurs personnes vont se rappeler. C'est quand l'Europe a étendu la zone euro à la Grèce, et la Grèce était tellement périphérique à la zone euro que ce que ça a causé, c'est de l'indiscipline fiscale en Grèce, parce que c'était les contribuables allemands qui, ultimement, créaient une sorte la crédibilité des institutions de la majorité de l'Europe, et quand on dit ça, on dit largement l'Allemagne, qui créait en sorte que les taux d'intérêt pouvaient être plus bas pour emprunter, qu'il ne pouvait pas avoir de dévaluation si le gouvernement surempruntait. Et, à un moment donné, l'indiscipline fiscale de la Grèce a fait mal non seulement aux Grecs, mais aussi aux Allemands, aux Français, aux Italiens. Tu ne peux pas...
c'est pas une bonne idée d'intégrer des économies qui sont si différentes. Mais je vais te refuser aussi la prémisse que tu as que c'est dans l'univers du possible. La simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a aucun sénateur républicain qui voterait pour l'annexation parce que même si le Canada est ajouté comme un seul État, c'est 2 sénateurs de plus, 2 sénateurs qui seraient vraisemblablement démocrates. Il n'y a aucune chance que ça soit admis juste à cause de ça. Parce que tu as le même débat aux États-Unis sur la conversion de Puerto Rico en un État. Parce qui que deviendrait démocrate. Qui serait démocrate. Et de Washington, D.C., parce que Washington, D.C. peuvent voter dans leurs élections, mais ils n'ont pas de sénateur, ni n'ont-ils un député à la Chambre des représentants qui peut voter. C'est un non-voting delegate. Mais là, on jase, on est dans la fiction totale, mais ça peut être aussi 4 États, le Canada. Là, ça peut être l'Ouest qui serait très... Mais ça va être majoritairement démocrate et tant et aussi longtemps que ça se produit. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Mais là, est-ce que résistance à l'intérieur du groupe? C'est une manière de faire paniquer les gens et il y a des gens qui se prêtent parfaitement au jeu de décider de paniquer pour des raisons absolument puériles. Et non seulement ça, mais je vois pas comment Donald les gens Trump, ce qu'il dit, c'est pas vrai ou il est vraiment ignorant. Là. Ben écoute... Ce que Donald Trump dit, est-ce que le monde est son 2 univers complètement non, il y a sa propre version des faits, là, ça c'est sûr. Pour du monde, à un moment donné, c'est que tu dois choisir. Soit Donald Trump est une sorte de personnage machiavélique avec un plan parfaitement développé et qui joue une sorte de jeu d'échecs en 4 dimensions, ou bien c'est un clown idiot. Mais tu peux pas avoir les deux discours. C'est un des deux. Faites vos choix. Étant habitué à considérer des êtres humains tels qu'ils sont, et comme économiste qui fait beaucoup d'analyse des institutions politiques, le jeu, il n'y a pas de politicien surhumain, il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de créature nietzschéenne qui est capable de dominer l'univers de par elle-même. Non, la plupart du temps, les politiciens sont des créatures opportunistes qui utilisent des occasions, des opportunités, mais c'est pas des gens qui ont des plans particulièrement développés. Comme on dit en anglais, they often stumble into something. Donc, c'est-à-dire, c'est généralement, c'est par inadvertance que ça se produit. Sans faire. Ici, dans le cas de l'annexation, je pense pas que tu peux, même par inadvertance, arriver dans cette conversation-là. Je comprends même pas pourquoi il y a des gens qui sont matures, qui sont capables de regarder ça sérieusement. Mais dans l'optique où on n'est pas dans le cartésien, là, où le gars se dit, moi, je vais léguer aux États-Unis la grandeur du territoire. Il y a des fois, c'est pas toujours des raisons sensées et cartésiennes. Des fois, on est dans le fantasme de quelqu'un aussi, là. Mais il y a quelqu'un. Mais ça revient, tu penses encore, ça revient à poser la question, est-ce que Donald Trump serait capable de le faire tout seul? Non, le Congrès approuverait pas. Une annexation doit être approuvée par le Congrès. Il faudrait que les forces armées le fassent. Fait que pour toi, c'est une menace. Ça reste une espèce de menace, puis on tombe dans le panneau. En fait, je pense que c'est même du niaise. C'est plus une manière de faire paniquer l'autre personne en brisant une norme. En fait, il y a des modèles en économie, de la théorie des jeux qui expliquent souvent que dans des négociations, il y a un groupe qui a des fois l'intérêt de promettre de se comporter de manière irrationnelle et que c'est la stratégie rationnelle de faire ça. Parce que si l'autre partie est tellement averse au risque que tu peux la forcer à te donner plus que ce qu'elle était prête à donner initialement. Et ça, on la voit, il y a un exemple classique de ça, puis c'est une application de ce jeu-là, c'est les négociations entre les Québécois lors des référendums et le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral promet de faire mal aux Québécois et de se faire mal à lui-même pour créer un déterrent sur la souveraineté. Alors que les souverainistes doivent promettre dans un référendum de ne pas faire des gros changements autres que la souveraineté. L'analogie de ça, c'est ici... le président américain, c'est comme le gouvernement fédéral, il doit promettre de faire des folies de telle sorte que l'autre partie fait ce que lui veut qu'elle fasse. C'est ça qui se passe. Il y a des gens qui sont assez immatures pour embarquer dans ce jeu-là. Mais la solution à ce jeu-là, on va plus loin que d'habitude là, dans la chose. Mais la seule solution à ce jeu-là, c'est de ne pas le jouer. C'est de refuser la prémisse que lui peut t'imposer des coûts assez importants. Si tu dis que tu es prêt à tolérer tous ces coûts puis que tu vas le faire quand même,
Mais c'est lui qui va faire le check-in. Oui, mais à date, on joue le jeu, puis pas à peu près. Je suis désolé, mais à un moment donné, il faudrait qu'il y ait des adultes qui se mettent à parler. Puis, ça, c'est beaucoup demandé. On a un PM démissionnaire quand même à la tête du pays, qui est en France présentement. Fait que ça va être ça. Hey, merci, Vincent. Ça fait plaisir. Toujours un moment de calme et de réflexion que j'apprécie énormément. Salut, bonne semaine. Bonne semaine.